ophtalmologue et secrétaire adjointe du SNOF, je reçois aujourd'hui le docteur Anne-Sophie Pétavy-Blanc. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de qui fait quoi au sein d'un cabinet d'ophtalmologie. Entre les secrétaires, les assistants médicaux, les opticiens, les infirmières et bien sûr les orthoptistes, nous faisons le point. Anne-Sophie nous partagera également son aventure entrepreneuriale avec la création de son cabinet à Dreux. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le docteur Anne-Sophie Pétavy. Merci Anne-Sophie d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, assez classique finalement, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pu le faire, c'est on va voir un petit peu ton parcours, ta vie, ton œuvre, pourquoi l'ophtalmo, etc. Ça m'intéresse toujours de voir un peu les motivations profondes des médecins. Et puis, tu nous parleras de la création de ton cabinet à Dreux, en plus une aventure en couple avec ton mari que je connais bien, puisqu'il a été à l'ARSEN, hein, l'association des responsables de centre. Et puis, évidemment, ton engagement au niveau du syndicat des ophtalmos. Et puis voilà, et puis on ouvrira sur ta vision du marché de l'ophtalmo aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter toute seule de façon assez concise. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Pétavy, je suis ophtalmo, installée en libéral depuis 2012. J'ai été interne des hôpitaux de Paris et assistante au 15-20 dans le service du professeur Norman. D'accord, Voilà, très bien. c'est succinct. Une belle carrière. Alors, comment ça a démarré finalement au lycée? Tu savais déjà que tu voulais être médecin, ophtalmo? Comment ça se passe? Il y a des antécédents familiaux? Oui, il y a des antécédents familiaux. En terminale, j'hésitais entre maths sup, maths spé et médecine. Euh, et j'ai présenté qu'une prépa en me disant que si j'étais pas pris d'office, j'allais en médecine. D'accord. Voilà. Donc j'ai présenté Ginette, j'ai été pris sur liste d'attente et je suis allé en médecine. Ok. Ah oui, c'était différent Et là, du coup. Là, l'orientation aurait été légèrement différente. oui, ouais, ouais, en fait, je regrette pas du tout. En effet, mon grand-père était ophtalmo. D'accord. Mon grand-père paternel était ophtalmo. Médecine, ça m'a toujours tenté. Après, c'est juste parce que j'étais plutôt pas trop mauvaise au lycée et que mes profs voulaient m'envoyer sur maths sup, maths spé. Voilà. D'accord, très bien. Et Donc, puis, du coup, quand j'ai commencé médecine, c'était pas pour faire ophtalmo du tout. Au début, je voulais faire de la recherche en génétique. d'accord. Donc voilà, c'est parti pas du tout du même côté. Ok. Et Et comment c'est venu du coup? Parce que donc, du coup, tu fais l'externat les 6 premières années, derrière le concours. Comment ça se passe? Évidemment, t'as un super niveau, super classement, donc tu peux choisir. Comment tu fais ton choix finalement? en fait, au cours de l'externat, je me suis aperçue que j'adorais les patients, déjà que j'aimais bien ça, que j'aimais beaucoup la chirurgie, j'aimais beaucoup l'urologie notamment. D'accord. Et puis, en effet, j'avais mis en top 1 mon choix en ophtalmologie. Je pense que mon grand-père, ça m'a pas mal influencé parce qu'à 80 ans passés, il lisait toujours la revue de l'ophtalmologie. Il est resté un vrai passionné. Sa passion dans la vie, c'était son métier, réellement. Et de voir des gens aussi passionnés, ça fait réfléchir et on se dit que ça a du sens. Donc forcément, ça a dû jouer. D'accord. D'ailleurs, on a toujours notre maison familiale dans la Creuse et la bibliothèque est remplie de manuels d'ophtalmologie qui datent du début du siècle, enfin, Ouais, du XXe siècle. ouais, j'imagine. D'accord, super. Et donc, du coup, tu vas en ophtalmo, donc tu es formé au 15-20, tu le disais. 15-20, Alors, rappelle-moi. Oui, au début, interne des hôpitaux de Paris, donc tu tournes dans les différents services parisiens, dont les 15-20. d'accord, très bien. Et donc, du coup, tu choisis tout de suite une surspé ou pas du tout? Alors, cataracte, évidemment, j'imagine, mais Non, pas du tout, parce que j'avais comme but de repartir en province et du coup, je voulais savoir tout faire. Ce qui fait que j'ai eu un internat où j'ai fait pas mal de rétine chirurgicale, j'ai fait du glaucome, de la strabo, j'ai fait des greffes transfixiantes, j'ai fait beaucoup de choses de façon à pouvoir après choisir ce que je voulais vraiment. Et j'avais choisi d'être chef chez Monsieur Norman parce qu'on avait toujours cette flexibilité de pouvoir faire tout ce qu'on voulait en tant qu'assistant, alors que certains services sont plus focalisés dans un domaine.
par exemple, j'avais eu comment dire, le privilège d'avoir Monsieur Godrec qui m'avait demandé d'être chef chez lui et j'aurais fait que de la rétine chirurgicale, alors Ouais, que chez Monsieur Norman, je pouvais aussi faire de la paupière, de la réfractive, du glaucome. Voilà. d'accord. Et donc, du coup, tu as eu tout ça, tu as fini ton. C'est quoi? C'était un clinica? Un assistana, au Un 15-20, ouais. assistanat. Mm. Du coup, tu as choisi de t'installer en libéral. Comment tu fais ce choix? Tu retournes pas, du coup, dans ta région natale? Qu'est-ce qui fait le choix? Ben, le choix, c'est mon mari qui travaillait à l'époque en salle de marché à la Défense, à la Société Générale. Et du coup, moi, je voulais retourner en province et il y avait un cabinet à Dreux qui tournait très bien avec un ophtalmo qui partait à la retraite et qui cherchait un successeur. Et on fait le choix on a testé la solution. On est parti une semaine à l'hôtel à mi-chemin entre la Défense et Dreux pour voir si c'était gérable. Et c'était gérable, sachant que moi, j'avais la bonne moitié. D'accord. Et oui, ça, oui, oui. Il y a légèrement moins de monde sur la route. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, c'est toujours 25 minutes. D'accord. Lui, Ok. lui, c'était plus variable. Et donc, du coup, création de ce centre, c'est là où on s'est connus, hein, puisque tu es venu regarder un petit peu ce qu'on faisait sur Perpignan. Vous avez fait votre tour de France, c'est ça? Alors, en fait, mon premier cabinet à Dreux n'est pas le Ah centre oui, ça. ophtalmologique Paris-Nou. J'étais déjà associée avec trois autres ophtalmos et ça n'atteignait pas le niveau que je souhaitais en ophtalmologie. Et du coup, on a pris le choix de créer le centre ophtalmologique Paris-Nou. D'accord. Et donc, du coup, comment tu as fait cette démarche? Parce que vous avez été quand même assez méthodique, hein. Vous avez été voir différents centres pour faire vos plans, etc. Oui, tout à fait. On a visité plusieurs cabinets d'ophtalmologie assez gros pour réaliser comment ça se passait, la gestion du flux patient, parce qu'on est en désert médical et dans les zones désertiques, le flux patient est vraiment important, parce que si on décide de travailler à quatre ophtalmologistes en même temps en travail aidé, ça représente un certain volume. D'accord. Et donc, du Voilà, coup, donc là, on est vous êtes quatre. venu voir à Perpignan. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc, du coup, vous êtes quatre ophtalmos à exercer maintenant, c'est ça? Maintenant, on est six, parce qu'on a aussi un cabinet à Chartres, et sur place à Dreux, on est quatre. Ouais. D'accord, génial. Et donc Thomas a mis sa carrière entre parenthèses, on va dire, pour t'aider Ouais. dans cette aventure-là. Est-ce que ça a continué? Est-ce qu'il a repris? Raconte-moi. Je crois que déjà, il y a peu d'hommes qui auraient fait ça, hein, mettre leur Ça. carrière entre parenthèses, parce qu'il avait quand même un énorme poste où il dirigeait 200 personnes. Ouais. Et bah, il voyait que toute seule, je m'en sortais pas entre mon travail, plus... Oui, parce qu'on a fait le choix de construire aussi, hein. Ça, c'était un choix qu'on est content d'avoir fait, mais qui demandait pas mal d'investissement en temps. Et du coup, il a pris un congé projet à la Société Générale, et au début, il était à 80% sur le projet et encore 20% à la Société Générale. D'accord. Et puis à la fin du projet, ben, il a décidé de continuer l'aventure. C'était quelque chose de complètement différent parce que pour lui, bon, il avait toujours été salarié, même s'il avait des grosses équipes, il se rendait pas compte de ce que c'était de gérer une petite entreprise et de toutes les contraintes qu'on a aussi. Ouais. D'accord. Et Voilà. donc du coup, là, il est toujours actif, toujours chef de centre? Il est resté chef de centre temps plein jusqu'à l'année dernière et bah, en janvier, on a recruté un nouveau chef de centre à qui il est en train de laisser la grosse majorité du travail et lui il garde que la partie projet et voilà. Très bien. Bon, ben, super, super projet. Bravo, bravo à vous deux. Parce que c'est vrai que c'est rare, c'est difficile en effet. Je vois tout à fait ce à quoi tu fais allusion dans le fait de dire ben, mettre entre parenthèses sa carrière. Du coup, on perd des années finalement, hein, parce que si on revient au même poste, ben, du coup, on sera en retard sur les autres. Et donc, du coup, c'est souvent ce que font les femmes malheureusement quand elles ont des enfants. Ben, elles laissent de côté la carrière pour revenir. Et ben là, c'est l'inverse. Bravo. Bel exemple. Mais au-delà de ça, au-delà d'être une ophtalmologiste impliquée, tu t'impliques également dans les diverses instances, et notamment au SNOF. Comment ça te vient, cette envie-là? Parce que c'est complètement bénévole, évidemment. C'est parfois des problèmes. On peut être critiqué pour ça. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire ça? Alors je pense que j'ai toujours une petite fibre syndicaliste en moi, hein. Après, ce qui me motive, c'est d'essayer de garder. On a la chance d'avoir un beau métier et d'essayer de le défendre parce qu'on est attaqué un peu de toutes parts par plein de gens qui nous veulent du bien ou pas. Et puis même au sein de la profession, c'est pas toujours évident.
Et puis au sein du SNOF, c'est aussi l'équipe qui m'a motivée, hein. Il y a une belle équipe. Enfin, Vincent Dédès, ceux qui le critiquent, je pense qu'il ne ferait pas un vingtième de ce qu'il fait pour la profession. Donc bon, toujours pareil, la critique est aisée et l'art est beaucoup plus difficile. Et puis j'y suis arrivée aussi par le docteur Julien Bullet, qui est un ami et qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui m'a un peu poussée. D'accord, Voilà. Et au cours de l'aventure, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes que j'appréciais beaucoup qui étaient aussi, déjà au sein du SNOF et voilà. super. Euh, Et donc, du coup, ton poste, secrétaire adjointe, ça correspond à quoi? De quoi tu t'occupes au quotidien? Alors, au quotidien, c'est quand même Vincent qui fait 95% du travail. Après, on l'assiste pour des réunions, pour des zones, des... Je fais aussi partie de la commission des internes en libéral. Il y a des commissions. Alors, la commission qui travaille le plus, c'est Chantal Noël, hein, c'est les rapports avec la sécurité sociale. Mais voilà, on a tous des prérogatives au sein du SNEF. D'accord. Et donc, du coup, dans ton activité d'ophtalmo, tu y consacres combien de temps à peu près? C'est pas régulier, j'imagine? Ouais, ça dépend des semaines. Alors, je suis au SNEF et puis je suis aussi au Conseil de l'Ordre. Euh, c'est quand même chronophage. Ah oui, Voilà. Après, on ne nous oblige jamais à rien, hein, mais si on n'a pas du tout de temps à y consacrer, autant pas le faire, hein. Voilà. bien sûr. Et, ouais, il y a la participation active où il y a des réunions, mais il y a aussi se tenir au courant, communiquer, tout ça. D'accord. Tu parlais des dangers qui planent sur l'ophtalmologie. Est-ce que tu peux nous faire part de ce sentiment-là? Je pense que, je ne sais pas si les tellement ont tous conscience, mais en gros, il n'y a plus de sous, hein, ça, je pense qu'on l'a tous bien compris là avec le PLFSS. Et il y a des spécialités qui sont beaucoup moins rémunératrices que l'ophtalmologie. Et on a une revalorisation de la CNAM, la CCM qui doit arriver. Alors, c'est tout le temps reculé. Ouais. Mais en gros, ils veulent réévaluer les professions déficitaires à enveloppe constante. Bon, quand on réévalue une profession à enveloppe constante, on imagine bien que celles qui gagnent, qui sortent, qui sont un peu au-dessus, elles vont être diminuées. Alors que nos tarifs n'ont pas été réévalués depuis 20 ans. Ouais, ça. Et donc, du Nos coup, tarifs, d'accord. pardon? Est-ce que toi, tu es touché à Dreux par le phénomène des centres de santé ou pas du tout? Parce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça maintenant. On sait que, alors, les centres de santé par eux-mêmes, la structure associative existe depuis longtemps, mais le modèle de 2018 d'une coque où on va venir ponctionner dessus tout ce qu'on va pouvoir faire, le modèle actuel, il existe depuis peu. À Dreux, il y a quelque chose de ce genre-là? Il y a eu à Chartres un centre, je crois que c'était Dentalis ou Dentexcellence, je sais plus, avec une partie ophtalmo, mais qui a fermé depuis. Après, c'est toujours pareil, hein, ces centres, ils fonctionnent parce que ils cotent n'importe quoi, ils surcotent, et c'est rarement très qualitatif. Donc, moi, je sais que j'ai quelques patients qui y sont allés et qui sont revenus aussi vite. Ouais, ça dure pas. C'est ce qu'on a vu. Il y a eu d'un côté la mauvaise réputation, et puis derrière, il y a eu Ouais. aussi le fait que il y a de plus en plus d'ophtalmos. On en reparlera tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'ophtalmos, et donc du coup, il n'y a plus forcément une vraie nécessité à y aller. Et en même temps, il y a eu le fait que ben, la CNAM a quand même agi, en tout cas l'ARS, pour arrêter ce phénomène-là, quoi. Oui, alors nous, on trouve toujours que ça avance pas assez vite, hein, parce que si ça a évolué, c'est vraiment grâce au SNOF. Parce que le problème des centres dentaires, ça faisait longtemps que ça traînait et que ça continuait. Et c'est vraiment quand le SNOF s'en est mêlé que les pouvoirs publics ont agi. Et là, on peut dire vraiment merci à Thierry Bourg à ce sujet. Après, on voit encore aujourd'hui des cabinets, enfin des centres d'ophtalmologie frauduleux qui ferment et puis qui rouvrent 15 jours après. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et ouais, c'est ça. On pensait que ça allait être stoppé parce que désormais l'ARS doit donner son aval pour l'ouverture. Et puis Ouais, finalement, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que certaines ARS jouent pas le jeu finalement. exactement. Ouais. Ouais, on attend que les instances soient plus vigilantes. Ouais. D'accord, très bien. On en Et, vient à une thématique qui m'intéresse beaucoup parce que tu en as parlé à la journée du SNOF et donc du coup, bah, j'aimerais revenir dessus parce que c'est assez. Alors,
euh, c'est pas controversé, puisqu'il y a une règle, et cette règle, il faut l'appliquer, mais on va dire que c'est pas toujours respecté un peu partout. C'est qui fait quoi dans un cabinet d'ophtalmo, et je veux parler évidemment des assistants, qui soient orthoptistes au premier titre, opticiens, opticien optométriste, hein, l'un ou l'autre finalement, puisque tous les optométristes sont opticiens, les assistants médicaux et les infirmières que l'on a vu arriver en ophtalmologie. Selon toi, parce qu'on l'a vu, le flux patient a changé. Au préalable, évidemment, à l'époque de son grand-père, probablement, eh bien, le patient arrivait, il était en salle d'attente et ben, l'ophtalmo faisait absolument tout. Euh, pour réduire les délais, on a scindé tout ça et on a transmis à quelqu'un qui était souvent l'orthoptiste, puisque c'est ce qui a été choisi hein, par les ophtalmos, ce qu'on appelle la préconsultation. Hein. Donc là-dedans, on va y mettre l'imagerie, les premières mesures, etc., etc. Et puis, on a vu que ben, il y a d'autres agents qui sont rentrés là-dedans. Tu le résumerais finalement, cette préconsultation? Alors, moi, je peux parler de notre exemple à Dreux, hein. Moi, j'avais commencé à travailler aidé avec un orthoptiste qui est extraordinaire. On a un vieux couple. On fonctionne très bien ensemble. Quand on a monté le cabinet et qu'on a voulu embaucher, on a mis des annonces pour les orthoptistes. C'était aussi un peu le moment du début des centres frauduleux où les orthoptistes se retrouvaient avec des salaires alors qu'ils sortaient de l'école de polytechniciens. Donc, voilà. Donc, il y a un moment où nous, on a mis des annonces pour les orthoptistes. Les seuls qui ont répondu, ils voulaient des salaires qui étaient exorbitants et qu'on leur proposait. Alors là, par exemple, c'était au Mans, dans un centre frauduleux. Bah, on a dit non. On a mis des annonces pour les infirmières. Et là, on a eu des profils. On a eu des réponses déjà Mhm. à des salaires qui étaient corrects. Et puis, des personnes. Bah, comme on avait plein de CV, on avait le choix en plus. Donc, on pouvait prendre des personnes motivées, qui avaient envie de se former, qui n'avaient pas peur du rythme, qui étaient prêtes à apprendre, etc. Et du coup, on a embauché notre première infirmière qui a été formée par mon orthoptiste et moi. Et bah, on s'est aperçu que bah, c'était génial, quoi. Elle allait jusqu'à la subjective, oui. Pardon? Elle allait jusqu'à la subjective. Ah ouais, elle a tout fait, on lui a tout appris et en rétraction, bah, franchement, enfin, elle est super fiable. Et moi, ce que je lui ai toujours dit, c'est que quand vous pédalez, vous arrêtez, vous me le mettez, moi je leur ferai la réfraction. Voilà, donc l'avantage des infirmières, je trouve, par rapport aux orthoptistes, c'est qu'elles ont le côté soignant qu'ont pas toujours les orthoptistes et empathique. Et puis elles connaissent aussi les pathologies, les médicaments, donc tout ce qui est antécédents et médicaments est mieux rempli. Enfin, moi, j'adore travailler avec les infirmières. Et puis elles ont aussi ce côté flexible où elles peuvent aussi aider pour les IVT, aide opératoire au bloc. Elles gèrent la ST, elles gèrent les commandes de produits pharmaceutiques. Actuellement, dans le cabinet à Dreux, on a plus d'infirmières que d'orthoptistes. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas de jalousie, de rivalité entre elles? Ça se passe Eh bien? ben, c'est une très bonne question parce qu'au début, mon orthoptiste, quand je lui ai dit que j'allais embaucher une infirmière, il a fait un peu la tête. Ouais. Et puis, en fait, ben, ils se sont bien entendus et en général, il y a toujours des préjugés avant et puis l'humain fait que ça passe. Voilà. C'est ça. Moi, c'était passé comme ça quand j'étais responsable de centre, pareil, où les orthoptistes, finalement, on n'en trouvait plus. Et donc, du coup, bah, elles avaient de plus en plus de travail. Il a fallu trouver une solution. Et j'ai fait rentrer cette fois une opticienne optométriste, bac plus 5. Euh, et j'ai vraiment eu du mal à la faire rentrer. Et quand elle est rentrée, bah, finalement, elle était tellement sympa et tellement compétente que du coup, bon, bah, tout le monde dit, bah oui, finalement, si c'est ça ou rien, on va faire ça. Et c'est comme ça que c'est rentré. Toi, tu as eu des opticiens ou tu as des opticiens? Oui, on a aussi des opticiennes. D'accord? Qui vont faire pareil, j'imagine, tout ce qui est préconsultation. Il y a de la préconsulte, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que il y a, et c'est à ça où je voulais en venir, c'est que il y a quand même des rôles désormais qui sont dévoués à certains et pas à d'autres. Par exemple, on sait que l'infirmière a là un décret de compétence tellement large qu'elle peut absolument tout faire. Ouais. L'orthoptiste, évidemment, également. Mais l'opticien, concrètement et normalement, ce qui peut être un peu étonnant de temps en temps, n'aurait pas le droit de faire un OCT, de faire de l'imagerie. Normalement, non. C'est ça. Donc du coup, alors après, c'est respecté ou pas, ça c'est à voir. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des contrôles sur ce genre de choses? Est-ce que c'est faisable des contrôles là-dessus? Aujourd'hui, il y a une possibilité, en tout cas, et qui se développe, c'est que les opticiens passent
fassent la démarche de devenir assistants médicaux. Et là, du coup, ça leur ouvre les portes. Ouais, c'est Euh, ça. voilà. Parce que les assistants médicaux, j'imagine que tu voulais y venir, les assistants médicaux ont les mêmes droits finalement qu'un orthoptiste. Non, pas que l'orthoptiste, parce que tu as toujours des décrets qui sont limités à l'orthoptiste. Un assistant médical ne va pas faire de bilan orthoptique, Oui, évidemment. voilà. Mais il peut faire les mesures sur les différents appareils. C'est ça. Et il peut même aller jusqu'à la subjective, s'il est formé. S'il est formé, oui, absolument. Ouais, bah, tout comme les infirmières. Il faut savoir que la réfraction, c'est ce qui demande le plus de temps en formation. Ouais, ça. En gros, alors je vais dire assistants médicaux ou infirmières. Alors, nous, enfin, voilà, on travaille beaucoup avec les infirmières. On considère qu'il faut 4 mois pour qu'elles soient autonomes. D'accord. Mais on voit qu'au niveau des examens complémentaires, elles sont très rapidement autonomes. Et le plus long, c'est la réfraction. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu penses qu'à l'avenir, on va garder, parce qu'on sait que de la même façon que le nombre d'ophtalmos augmente, le nombre d'orthoptistes augmente énormément, hein. J'ai vu ça avec Vincent la semaine dernière, hein, qui me disait qu'il y avait presque 500 orthoptistes qui sortaient tous les ans. Et donc, du coup, bah, forcément, va y avoir à un moment donné, et que lui, il sentait justement ce frémissement où il commençait à recevoir des candidatures spontanées d'orthoptistes, etc. Et donc, du coup, est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné, parce que d'un côté, on a ce flow, ce flux, on va dire, d'orthoptistes qui va monter. On va voir aussi le flux des secrétaires qui vont être formés en tant qu'assistants médicaux. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir quelque chose qui sera en trop là-dedans? Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être revoir le nombre d'orthoptistes formés. Après, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore reçu de CV spontané à Dreux, hein. On accueille des étudiants orthoptistes. Et puis, bah, alors ça aussi, ça a bien freiné notre orthoptiste, c'est qu'il a une plus grande considération pour les infirmières maintenant. Parce qu'on Ah, mais ça. a eu où le niveau était pas extraordinaire, hein. Donc, Eh ouais. voilà. Après, je pense que nous, on préférerait toujours avoir des orthoptistes parce que on peut leur faire faire des choses qu'on ne peut pas faire aux assistants médicaux. Notamment, là, notre orthoptiste, il a le dépistage des enfants Ouais. parce que ça nous permet de voir ceux qui en ont vraiment besoin et de laisser moins de personnes sur la touche. Ça, je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre qu'un orthoptiste. Moi, j'aimerais bien avoir un deuxième orthoptiste temps plein, mais actuellement, je n'ai pas l'opportunité. Bon, le message Voilà. est passé en tout cas, hein. Si jamais un orthoptiste est intéressé pour aller travailler à Dreux, en tout cas, venez super sympa, il pourra faire appel à toi. J'aimerais qu'on parle de l'avenir dans les ophtalmos. On a commencé à dévoiler le sujet sur le fait que on sait que la courbe est ascendante du nombre d'ophtalmos. On le voit de plus en plus. Alors moi qui aide à installer des ophtalmos dans certaines villes, quand on me dit OK, j'ai envie de m'installer à Nice, je dis bon, vous êtes sûr de votre coup là parce que vous allez avoir du mal à remplir quoi. Et en effet, quand il s'est installé, il a rempli en gros 2 jours. Et Ouais. il avait 3 jours dispo, quoi. Donc, du coup, il a rapidement ouvert un cabinet secondaire à 50 km de là pour pouvoir assurer une activité complète, quoi. Et c'est pareil maintenant sur toutes les grandes villes, Perpignan est une petite ville, enfin une ville moyenne, et c'est déjà le cas, il y a zéro délai. Lyon, c'est évidemment l'archétype comme Paris. Comment tu vois ça, toi? Parce qu'on sait qu'il reste à peu près 10% du territoire français qui restent en déserts médicaux finalement. Maintenant, on voit que forcément les chirurgiens ophtalmos en sortie d'études n'ont pas forcément envie d'aller s'installer là-bas. Donc, d'où la création souvent des cabinets secondaires, hein, où vous allez vous déployer une journée, une demi-journée par semaine peut-être. Mais comment est-ce que tu penses qu'on peut revenir j'en discutais avec le docteur Muraté, hein, qui est une légende de l'ophtalmologie, et d'ailleurs qui part en retraite le mois prochain, là, et il me disait que lui, quand il a commencé l'ophtalmo, il n'avait pas de délai. Est-ce que tu penses que ça peut revenir globalement comme ça en France un jour ou l'autre ou pas? Je pense que les délais vont continuer à diminuer et qu'on va mieux mailler le territoire, en effet, avec des cabinets secondaires partagés où on se déplacera une journée à tour de rôle. Ce qui est une bonne chose pour les patients aussi, hein. Donc, et moi, avoir 3 mois de délai, je trouve pas ça. Enfin, à partir du moment où notre agenda est plein, j'ai Ouais, envie de dire, les délais, c'est juste pénible, hein, parce que pour tout, ça demande de l'organisation. On a vu pendant le Covid où ça a été horrible parce qu'on avait nos agendas qui étaient pleins sur 6 mois. Ça a été très compliqué à gérer pour faire revenir les patients prioritaires sans que les autres cassent tout parce qu'ils avaient attendu. Voilà, donc,
le délai, une réduction des délais, c'est vraiment bienvenu. Après, je comprends qu'il y en a certains qui aient peur du délai zéro. La question est, est-ce que c'est plein le jour J? Si c'est plein le jour J, bon, bah, il n'y a pas de souci. Et puis là, on a énormément diminué nos délais parce qu'on a beaucoup développé le travail aidé. Peut-être qu'on va faire un peu marche arrière, avoir un peu moins de salariés et puis arrêter de voir autant de patients au jour, ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi, à mon sens, hein, parce que il y a quand même des journées où on termine sur les rotules parce que bah, on fait le maximum qu'on peut pour essayer de répondre à la demande. Et ça, parce qu'en plus, vient se rajouter les urgences, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc, je pense que pour l'instant, on n'a pas atteint le seuil critique où on est trop d'ophtalmologie. Je pense que on peut encore former des ophtalmos, il n'y a pas de souci. Et oui, c'est ça, parce que, alors ce qui est intéressant, je trouve également, c'est que j'ai l'impression que les ophtalmologues, par rapport à quand j'ai démarré, donc il y a une dizaine d'années, sont forcés d'être meilleurs. Au préalable, on s'est installé, bon, on faisait zéro communication, il se passait rien, on pouvait avoir un service qui n'était pas terrible, on pouvait être plus ou moins inamical, ça posait pas de problème. Désormais, avec Avis Google et la concurrence, ben, on est obligé de dire, OK, bah oui, en effet, il va falloir que par exemple, je sois sur Doctolib pour être très visible. Il va falloir que j'ai un site web. Il va falloir que j'annonce mon arrivée auprès des médecins généralistes. Donc, je trouve, ou éventuellement, même certains vont développer de surspécialités comme la chirurgie réfractive qui au départ était laissée. Alors, si quelqu'un appelle pour une chirurgie, bah, on va la faire. Mais par contre, on n'en parle pas, on ne développe pas un système. J'ai l'impression que maintenant, ça vous force à être meilleur qu'avant. Alors, c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, parce que être meilleur, est-ce que le patient a la sensation que tu es meilleur? Non, le patient, ce qu'il va regarder, c'est ta communication, être gentil. J'ai l'impression. Alors, moi, en tant que patiente, je m'en fiche un peu que mon médecin soit gentil. Enfin, s'il l'est, tant mieux. Je cherche à ce qu'il soit compétent. Et je pense que maintenant, on va être aussi plus évalué sur nos compétences. Ouais. Et le jour où on va devenir concurrentiel, ce qui fera de la différence, c'est la qualité, à mon sens. Bien sûr. Ça, alors, la qualité, c'est vrai que c'est une qualité qui est, il y a la qualité réelle, mais comment on la juge, c'est compliqué. Et souvent, il y a la qualité perçue. Alors, on voit le modèle anglo-saxon, où eux vont être notés, mais pas comme Google, parce que les avis Google, finalement, c'est pas nominatif. Donc, du coup, Bah ouais, les avis Google, c'est parce que je réponds pas au téléphone, hein. c'est ça, c'est ça. Ça, le principe, ouais. Et c'est un peu ce problème-là, c'est que parfois, on peut avoir, et on a vu des services émerger qui permettent de gruger un petit peu ce système-là, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, qui fait qu'en fait, on va récupérer les avis de l'ensemble des patients que tu as vus dans la journée et on ne va orienter vers Google que les avis positifs. Hmm. Alors, on voit bien qu'il y a des cabinets qui viennent d'ouvrir et qui ont déjà 500 avis Google. Bon, C'est ça. moi, personnellement, ça fait plus de 10 ans que je suis installée et je ne dois pas dépasser la cinquantaine. D'accord. Donc, oui, forcément, il y a des personnes je ne veux pas dire qui truquent parce que c'est pas truqué, mais qui favorisent les avis, qui favorisent les avis. Je t'avoue que les avis Google en médecine, je trouve pas ça très très pertinent. Ah ouais, c'est ça, parce que c'est très C'est- difficile. Ouais, Ok. c'est un patient, il va te juger sur ton, bah, déjà si tu réponds au téléphone, hein, voilà, si tu donnes un rendez-vous rapide, si t'as pas de retard. Et je pense qu'à terme, les patients vont peut-être plus regarder la formation des médecins quand il y en aura plus, voilà, et voir d'où il vient, ce qu'il fait et ce qu'il publie. C'est pas plus mal. Très bien, mais écoute, on arrive à la fin de cette interview. J'aimerais que tu me dises si tu devais regrouper avec toute ton expérience et quels sont on va dire, les un ou deux conseils que tu pourrais donner à un jeune qui va s'installer. Eh bien, de choisir son bassin de population. Mhm. Et comme tu disais, il y a des pans de chirurgie qui sont moins développés et peut-être de les prendre pour avoir des correspondants. Alors, par exemple, l'orbitopalpébral, la chirurgie du glaucome. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, faire que de la chirurgie de la cataracte en s'installant dans une zone qui est déjà dense, bon, bah voilà, hein, forcément, la part du gâteau, elle sera moins importante. Il va falloir se battre. Voilà. Donc, on a de la chance. L'ophtalmologie, c'est quand même ophtalmo, c'est médico-chirurgical. Il y a toute la partie contacto aussi qui a développé, qui est très intéressante, la partie chirurgie réfractive. Donc, il y a de quoi faire pour tout le monde. Donc, il faut essayer un peu de se démarquer.
D'accord, donc bien choisir sa zone, évidemment sa zone géographique et choisir également, sa surspécialité, pour évidemment ne pas rentrer dans un océan qu'on appelle océan, rouge, donc du coup avec énormément de monde. Très bien. Merci Anne-Sophie, Merci et puis, de toute façon, j'ai noté que, bah, vu on va dire ton ambition, mais plutôt ton investissement auprès du syndicat, je doute pas que on se reverra rapidement, ici. À bientôt! à bientôt. Merci. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. J'espère surtout que vous comprenez mieux le rôle de chacun au sein du cabinet d'ophtalmo et que l'expérience d'Anne-Sophie vous aura été utile. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.